Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Au milieu d'une paroi de neige, glace et mixte, se dresse une petite tente. À l'intérieur, au fond de leur duvet, deux hommes tentent de trouver le sommeil. Benjamin Védrine est un alpiniste de haut niveau et un amoureux des phases techniques. En 2021, il décide de repartir une nouvelle fois en expédition. À ses côtés, Charles Duboulot, un jeune guide qui découvre pour la première fois les géants népalais. Pour Benjamin, l'objectif est clair, atteindre le sommet du Chamlang, une montagne qu'il connaît bien pour avoir gravi son couloir nord-est en 2019. Il y retourne avec le sourire et espère cette fois-ci ouvrir une nouvelle voie sur la face nord, raide, sombre et froide, où les chances de réussite, même pour les meilleurs, restent minces. Je m'appelle Benjamin Védrine, j'ai 30 ans. Je suis guide de montagne et puis alpiniste maintenant un peu professionnel. Je vis un petit peu de ça. J'habite à Monétier-les-Bains dans les Hautes-Alpes. J'ai commencé la montagne à 15 ans, la haute montagne vraiment. Je voulais déjà entamer une expérience alpinistique, on va dire, parce que ça me faisait quand même rêver, tous ces sommets qui étaient au-dessus de Briançon, entre autres. Et donc je me souviens que j'avais regardé sur un site internet Ski Tour quelqu'un qui était géographiquement pas loin de chez moi et qui était actif sur ce site-là. C'est des contributeurs en fait qui mettent en ligne leur sortie de ski. Et puis j'avais trouvé du coup un gars, Pierre-Emmanuel Robin, un fermier, 50 ans, qui était pas loin de chez moi. Alors je m'étais permis de lui envoyer un message en lui disant si à l'occasion tu pars en ski de randonnée, moi je suis bien motivé, je suis jeune, j'ai 15 ans, mais j'aimerais bien découvrir. Et en fait il m'a répondu positivement et il m'a dit en plus je connais ta maman parce qu'elle vient toutes les semaines acheter des picodons, des petits fromages de chèvre, parce qu'il avait des chèvres, au marché à Die. Et on a commencé du coup à grimper avant tout ensemble. Et puis ensuite il m'a emmené faire la voie Escara à Lolan. C'est un sommet qui frôle les 3005 dans le sud du massif des Écrins. Et ça a été un peu la révélation pour moi. On a fait un bivouac à côté du refuge. Et j'avais vraiment apprécié. Donc on a remis le couvert assez vite. Et donc voilà, j'ai découvert la montagne comme ça. C'était vraiment spectaculaire pour moi. Et puis entre-temps, je suis aussi rentré au lycée Sport Nature à Die. Et puis en parallèle de ça, du lycée, avec Léo Billon, c'est un de mes camarades de classe de l'époque, on s'est inscrit au groupe départemental jeunes alpinistes de la FFME. J'ai gravi les étapes au fur et à mesure. Voilà, ça a été vraiment un parcours, je vais pas dire classique, oui, mais en tout cas structuré. Et on s'est présentés tous les deux aux géants, on a été pris, et puis on a fait une expédition, ma première expédition, en Alaska, c'était en 2016. Et là, on est resté 23 jours sur un glacier, sur le Ruth Glacier. Et nous, on a eu la chance de faire 3 belles ascensions, 3 belles goulottes, magnifiques en mixte. Voilà, beaucoup d'expérience, énormément d'expérience. Et ça m'a confirmé que je voulais repartir. Et donc je suis reparti en 2017, un an après, avec Mathieu Détry et Pierre Labre. Et on est parti donc au Népal, dans le massif du Kanchenjunga, et on a ouvert une voie technique de 1200 mètres sur la face nord-est du Pandra, un sommet à 6800 mètres. Et puis après, maintenant, j'essaye d'avoir une vie un peu équilibrée entre des expéditions lointaines et une pratique dans les Alpes qui soit plus technique ou originale, je dirais, d'enchaînement. Voilà, c'est ça qui m'attire vachement. Alors à l'automne 2021, on est parti donc vers le 20 septembre
au Népal avec Charles Duboulot pour une expédition de 6 semaines sur la montagne du Chamlang. C'est un sommet qui est à 7319 mètres et c'est sur la partie est en fait du Népal. C'est un sommet qui est quand même peu grimpé, qui a peu été fait. La première, c'était par des Japonais, par l'arête ouest. C'était en 1962. Donc ça c'est quand même plutôt récent, finalement, dans l'histoire de l'Himalaya, quand on connaît l'ampleur du sommet. C'est quand même un gros sommet à 7319, bien individualisé. Et en fait, ce qui explique ça, je pense, c'est que tout autour, c'est des sommets beaucoup plus majestueux, enfin, en tout cas, beaucoup plus hauts, qui ont sûrement concentré les foules pendant de nombreuses années. C'est un sommet très caractéristique parce qu'il a une longue crête de 6 km qui est quasiment tout le temps à 7000. Et il a une grande face nord très caractérisée avec un pilier nord. Ce pilier nord même qu'on a tenté déjà en 2019 avec Nicolas Jean. Et à droite, il y a une face nord-nord-ouest, encore plus raide, plus technique. Et c'est ce qu'on avait comme objectif du coup avec Charles Duboulot. L'expédition, le but c'était d'ouvrir un itinéraire dans cette face nord pour sortir directement quasiment au sommet du Chamlang à 7319 mètres et puis redescendre par l'arête ouest. En gros, avec Charles, on se connaissait pas trop avant l'été 2021. Et cet été-là, 2021, on avait tous les deux en fait pris un été sabbatique. Et donc on a décidé de se faire un petit projet dans le Mont Blanc. Et on s'est testé comme ça. Alors on n'avait pas prévu de partir en expédition après. Mais c'est à la suite de ce trip itinérant en alpinisme qu'on a décidé, pourquoi pas, de partir ensemble. En parallèle, on avait une équipe de copains. Donc il y avait Simon Velfringer, il y avait Damien Thomasy, Fanny Schmutz et Aurélien Vessière qui eux aussi, par chance, partaient pour le Chamlang pour tenter le pilier nord qu'on avait tenté avec Nicolas Jean en 2019. Et en fait, l'idée de se greffer à leur expédition pour faire un camp de base commun, ça nous permettait d'être beaucoup plus rapide dans la préparation. Avec Charles, on se connaissait pas trop. Et là, de partir avec des copains pour faire l'acclimatation ensemble, le trek et la vie au camp de base, ça nous paraissait, je pense, intéressant comme première expédition sur le point de vue humain, relation humaine. Voilà. Ça pointe là et on va bien se regarder quoi. Hein? Tous les orifices surtout, c'est important de regarder. De quoi? Hein, Benjamin? Les orifices? On va checker les tics, les sangsues, la totale quoi. Un checking. Moi ça va. En fait, je suis resté derrière Vessière. Il a des couilles, vraiment bien. Ah ouais. Et tu sais quoi, Aurel, c'est que t'as été devant un moment et dès que je suis passé devant, j'en ai eu plein. Et en fait, dès que t'es devant, je pense, mon gars, t'es en première ligne quoi. Donc le Chamlang, on l'a choisi, alors c'est surtout moi qui l'ai proposé à Charles, parce que Charles en fait il n'avait pas d'expérience en expédition, il n'en avait fait aucune auparavant, donc il me faisait plutôt confiance, il se reposait un peu sur ce que j'avais vécu auparavant. Et justement ce que j'ai vécu auparavant, c'est l'expédition en 2019 avec Nicolas Jean, sur le pilier nord du Chamlang. Et c'était quelque chose qui était du coup invaincu, qu'on n'avait pas réussi. Et par contre, je me souviens bien que j'avais repéré cette face nord à droite qui était un peu plus raide, longtemps, plus homogène du moins. C'est vraiment une face, c'est pas un pilier. Et qui arrivait plus directement au sommet. On part le 20 septembre à peu près, ouais, dans ces eaux-là. On arrive au Népal, donc à cette époque-là, c'est un peu la fin de la mousson, c'est encore très humide. Et puis on a fait tout le trek avec les fameux copains. Et puis on a fait un camp de base donc à 5000 mètres, dans une vallée qui est vraiment typique de ce qu'on imagine d'une vallée himalayenne. C'est-à-dire que c'est très large, c'est très grand, que ce soit dans le sens de l'écoulement de l'eau ou sur les côtés, et très minéral, avec plein de sommets autour, enneigés, glaciaires. Par contre, à 5000 mètres au Népal, t'es dans l'herbe, donc c'était tout plat, c'était vraiment
C'est un camp de base paradisiaque, quoi. Il est bien placé, ce camp de base, parce que il est au pied de la montagne, en gros. On voit le sommet depuis le camp de base, on voit la face, donc on peut voir comment elle évolue. On s'est acclimaté sur le Merapic. C'est un sommet très facile au Népal, hein, 6004. Tout s'est bien passé, on faisait un peu des rythmes différents. Il y en a qui allaient marcher pendant que d'autres se reposaient, etc. C'était très bonne ambiance. Juste après cette période d'acclimatation, le beau temps est arrivé. 3 jours après être arrivé au camp de base, 4 jours après être arrivé au camp de base, on est parti, on s'est préparé, on est parti pour le camp de base avancé et pour dormir au pied de la montagne et puis commencer à grimper du coup le lendemain. Voilà, il y a Charles qui essaie de passer l'arrimée. On avait déjà fixé la corde il y a 2 jours, mais ça s'est un peu effondré depuis. On est parti du coup au lever du soleil. Donc le lever du soleil au Népal, à cette époque-là, c'est vers 5h, 5h30 dans ces eaux-là. Donc il faisait quand même plutôt froid à ce moment-là. On est au pied de la face nord, c'est quand même un frigo. Et on part un peu stressé forcément. Donc là on remonte, on suit nos traces qu'on avait faites en fait lors de notre premier repérage. Et là, je pars devant sur la première partie. C'est une grande bande de neige de gauche vers la droite en diagonale qui est pas extrêmement raide. C'est un bon 55 degrés. Donc on est parti en corde tendue, donc avec 60 mètres de corde entre nous deux. Et on évolue simultanément, en même temps. Donc il faut qu'on ait un rythme similaire. Et puis moi qui suis devant, j'ai essayé de trouver des protections, de pouvoir mettre des broches à glace ou des pieux à neige dans la neige. Et en fait, je trouvais pas grand chose. On est dans les pentes de neige. On va bientôt arriver au premier ressaut. Bon, c'est très difficile à protéger. C'est un peu du solo à 2 là. Donc ça a été quand même très tendu dès le début, quoi, en gros. Le Chalmangue, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Ça nous a mis dans l'ambiance, voilà. Il y avait quand même des longueurs quand même assez techniques dans cette première journée. Et puis on a pu bivouaquer du coup au camp 1 à 6004. On a fait la plateforme de nuit. Et quand on se met dans la tente, là on entend des bruits. On entend des bruits et en fait ces bruits c'est la neige qui tombe sur notre tente. Ça faisait pas très mal mais ça nous empêchait clairement de dormir, quoi. Ce qui fait que le lendemain, comme je l'avais dit, tu as perdu beaucoup d'énergie parce que tu as fait le bivouac tard et puis t'as pas trop dormi. On repart quand même. Et là, c'est la journée un peu la plus importante de l'ascension parce que on va essayer de passer le passage le plus dur, ce qu'on appelle le crux. On la débute avec beaucoup d'inconnus. On sait pas si ça va passer. Et c'est vraiment le passage où ça peut ne pas passer... avec un fort taux de probabilité que ça passe pas, quoi. Donc Charles commence, il fait des longueurs en glace qui sont super jolies, pas très dures, mais qui sont quand même soutenues, et puis avec l'altitude on sent un peu l'effort. Et puis moi je le remplace pour la première longueur la plus difficile. Et très vite je comprends qu'en fait ça va être compliqué. À la fois parce que les ressauts rocheux mixtes sont très raides, très surplombants, c'est même c'est déversant. Donc ça risque d'être très compliqué, très dur à passer. Et en plus, l'autre paramètre, c'est que ces spin drifts là, ils sont continus, réguliers, qui parfois là, certains peuvent amener à être déséquilibrés. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire demi-tour. Je peux pas passer. Je vais essayer à gauche, dans le fameux plaquage dont j'ai parlé, qui nous paraissait trop fin pour évoluer sereinement. Et je m'engage pareil, avec beaucoup de stress, parce que je me dis, si ça passe pas à gauche, et comment on fait ? Ah oui, c'est parti. C'est parti. Pour l'instant, c'est pas très raide, mais c'est quand même à 75-80 degrés dans ces eaux-là. Donc je suis quand même plutôt sur les pieds. Et puis là, il faut vraiment faire une traversée à gauche pour enfin rejoindre le dit plaquage, vraiment pour une bonne fois pour toutes. Mais ce qui me sépare, moi, de ce plaquage, c'est un autre plaquage secondaire qui est vraiment
pas alimenté en neige et qui est très très fin. Donc là, je m'imagine tomber, je me dis, bon ben voilà, je vais peut-être faire 15-20 mètres. Je me mets en situation de stress, mais en même temps, justement, je le canalise en m'imaginant tous les scénarios possibles. Et moi, je fais en sorte d'avoir le meilleur scénario, qui est celui de je suis passé tranquille et c'est derrière moi. Et heureusement, c'est ce qui arrive, voilà. Charles, il galère un peu. On sait pas trop si on va pouvoir sortir là. Et vu que c'est une voie qu'on aura du mal à imaginer descendre en rappel, c'est assez stressant. Voilà. On parvient à la fin du plaquage, un peu avec de l'escalade artificielle, en bricolant ici ou là, mais on passe quand même le plus dur, et là on sait qu'une fois qu'on a passé ça, on peut un peu souffler. Et au final, du coup, on met quand même toute une journée à faire cette section-là, la plus dure, et on ne dort que à 6700 mètres. Donc on aura fait très peu de dénivelé ce jour-là, et c'est ce qu'on avait imaginé. Donc on n'avait pas été si mauvais finalement dans l'anticipation. On fait ce bivouac. Encore une fois, il y a des spindrifts la nuit. Encore une fois, on dort quasiment pas. Et ça, c'est assez pesant. Le matin, on se réveille et on sent qu'on est quand même vraiment pas dans le même état, quoi. En plus, la veille, Charles a commencé à avoir un début de sensation de froid aux pieds. Donc c'est le gros orteil, en gros, qui est en train d'avoir une gelure. Toujours est-il qu'on démarre. Et donc on continue dans la face nord et très vite on débouche dans la face nord-ouest. Et là on voit le soleil, enfin. Voilà, on voit le soleil après quasiment 3 jours, 2 jours et demi d'ombre. Et là ça fait trop du bien et on voit la suite en fait. On voit la crête sommitale, on voit la pente finale. Et là moi je sens que c'est bon, ça va le faire, c'est sûr. Et donc je commence à tracer cette pente de neige. Et très vite, il apparaît que c'est effectivement les conditions rêvées qu'on imaginait en étant au pied. Et on s'enfonce jusqu'au talon, parfois jusqu'à mi-tibia, mais pas plus. On s'enfonce pas jusqu'au genou. Et donc moi, je fais toute la trace jusqu'en haut, jusqu'à la crête fêtière. Et là, j'attends Charles. Et là, on se dirige tous les deux vers le sommet. Alors Charles, à ce moment-là, il est vraiment très fatigué, il est épuisé par l'altitude et puis par les nuits consécutives où on n'a pas dormi. À ce moment-là, en fait, j'avais même pas perçu que je laissais Charles, entre guillemets, seul, désencordé, dans une situation où il était quand même très fatigué. Et avec le recul, voilà, je me dis, en fait, j'aurais dû l'attendre pour lui éviter comme ça tout déséquilibre dans cette partie-là où n'importe quelle glissade aurait été fatale, quoi. Là, on est en train de remonter les pentes de neige. Le sommet est pas si loin, il est à 300 mètres. 300 mètres environ de pente comme ça. À 7000, ça calme un peu. Mais bon, les conditions sont bonnes. Charles derrière. Et les jolis lacs qu'on surplombe. Ça se voit ? Je sais pas, j'ai les jambes, elles sont dures comme du bois. On a atteint le sommet tous les deux à 15h. Et donc depuis là-haut, je vois le Makalu, et puis surtout je vois cette immense crête du Chamlang qui s'étire d'est en ouest sur 6 km. Je la perçois, je la vois, je vois les corniches. Et puis je vois surtout le versant sud très sauvage que je voulais voir absolument aussi. Et puis au loin, je vois le Kangchenjunga. Donc c'était la région où j'étais en 2017 avec Mathieu Détry et Pierre Labre. À ce moment-là, au sommet, c'est la joie, mais en même temps, comme n'importe quel sommet où c'est pas facile de descendre, on reste concentré pour assurer la descente. On commence la descente, et donc là, on désescalade en étant désencordé. Donc on est tous les deux tout seuls. Et puis on est le ventre face à la neige, et on est à reculons comme ça, et on descend, et on descend, et on descend. Et en fait, les conditions sont plutôt faciles. Et en fait, notre idée, et c'est ce qu'on a fait, c'était de dormir sur l'épaule de l'arête ouest, qui présentait du coup un plat vraiment important sur lequel on pouvait vraiment imaginer mettre la tente en mode 4 étoiles. Là, on était presque plus content en fait qu'en étant au sommet. Parce que on savait qu'on était dans un environnement safe. On a repris nos sacs et on s'est dit, allez, on fonce en bas et surtout on fait pas de conneries. L'itinéraire qu'on devait prendre,
il était quand même exposé au risque de glissade, au risque de mauvaise neige. Et ensuite, à la fin, on a retrouvé la fameuse herbe, heureusement. C'est le plancher des yaks, comme on dit. Voilà. Nous, chez nous, on dit le plancher des vaches. Là-bas, c'est le plancher des yaks. L'aventure était terminée. En gros, on avait juste à rejoindre le camp de base et à profiter de la fin de l'expédition avec cette belle réalisation. Alors, c'était un peu spécial parce que nous, on avait réussi. Donc, on était hyper contents. On revenait heureux d'un séjour assez intense avec un copain, Charles, que je connaissais pas vraiment jusqu'à maintenant. Et avec lequel j'avais vraiment fait un truc dur quoi, en Himalaya, et qui pour moi et pour lui avait demandé beaucoup d'énergie. Et on revenait au camp de base au moment où en fait eux, les autres, revenaient d'un but, c'est-à-dire ils avaient fait demi-tour en fait sur le pilier nord. Ils n'avaient pas réussi à aller très haut et du coup ça faisait un échec, une réussite au sein de l'équipe. Donc eux, ils étaient très contents pour nous. Et nous, forcément, on manifestait notre joie de manière un peu timorée. Enfin, on était, on surjouait pas parce qu'on se rendait bien compte que pour eux, c'était quand même très triste d'avoir réalisé une expédition pour ce pilier nord et d'en être sorti sans réussite. C'est une forme de grande réalisation, grande concrétisation d'un projet que j'avais depuis 2019. Finalement, j'y pensais quand même. Et puis surtout en 2019, on n'avait pas pu atteindre le sommet, donc là je suis très content d'atteindre le point culminant du Chamlang, à 7319 mètres. C'est aussi l'altitude la plus élevée qu'on ait pu atteindre Charles et moi, tous les deux. Cette voie qu'on a ouverte avec Charles, c'est vrai que ça m'a confirmé que j'étais capable, moi, d'avoir une idée déjà de projet, de la soumettre à un collègue, de la tracer et puis de porter un peu plus la pression peut-être de l'aspect logistique et puis de l'aspect stratégie d'ascension. Et donc moi, je reviens de ce genre d'expérience, forcément, je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as pas sauté des étapes, t'es en train d'en passer au fur et à mesure, et je le vois comme une grande étape importante de mon autonomie, on va dire, en Himalaya, en expédition. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.